L'heure est grave. Le journaliste Dina Haïté revient sur l'affaire des deux journalistes français arrêtés au Togo. Actuellement, c'est chaud. Regardons la vidéo. Ces journalistes-là ne sont pas des espions, ils n'ont rien fait de mal. Leur maison de production dit que tout était en règle, ils ont fait toutes les démarches. On voit bien que le Togo communique, mais communique très mal, communique avec des éléments de mensonge. Tantôt, c'est la HAC qui dit une chose, tantôt, c'est les deux ministres qui racontent des histoires, et rien ne tient debout dans tout ce qu'ils sont en train de raconter. Et on sait que finalement, c'est un prétexte qu'ils ont pris pour arrêter ces gens-là et les garder. Alors, le Togo, depuis un certain temps, est rentré dans le régime de Faure Gnassingbé, est rentré dans une dimension. Rappelez-vous, je vous avais dit que Faure Gnassingbé ambitionnait de remplacer Blaise Compaoré dans la région. Blaise Compaoré, avant sa chute en 2014, ou en 2012, je ne me rappelle plus, je pense 2014, c'était quelqu'un qui s'était mis à la disposition de toutes les puissances étrangères. Et il jouait le pompier pyromane et il visait un gain politique, mais aussi il y avait beaucoup d'argent qui était en jeu. Et donc c'était Ouaga qui avait les djihadistes, les terroristes qui étaient hébergés dans les grands hôtels de Ouaga. Blaise Compaoré, son ami Gilbert Diendéré, avec Bassolé, faisait les va-et-vient. On enlevait les gens, ils proposaient leurs services, on libérait les gens contre des rançons, beaucoup d'argent. Et en retour, les puissances lui garantissaient la longévité de son pouvoir, jusqu'à ce que le peuple du Burkina Faso ne se lève pour faire tomber son pouvoir. C'est dans la même logique que Faure Gnassingbé se trouve aujourd'hui. C'est ce que Faure Gnassingbé veut faire et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a abandonné son pays. Au moins, Blaise, lui, faisait des choses au Burkina, mais Faure, lui, il a abandonné son pays. Quand il apprend qu'on a kidnappé quelqu'un au nord du Mali, il propose ses services. Il envoie son ministre des Affaires étrangères. Il dit aux gens, oui, nous, on n'a rien à foutre, on ne travaille pas au Togo, on n'a pas de programme, on n'a rien, nous sommes libres au Togo. Donc, nous, on peut gérer ça pour vous. Donc, les pays concernés leur donnent l'onction et ils vont faire des négociations. Et puis après, on paye de l'argent et eux, ils trouvent aussi leur part dedans. Les gars qui ont été libérés il y a quelques jours, les Russes, les deux Russes qui ont été libérés, au nord du Mali par le FLA, les Russes ont payé 17 millions de dollars. 17 millions de dollars. Ça fait 10 milliards que les Russes ont payé pour libérer les deux gars de Wagner. Et donc, le Togo a co-géré cette histoire-là avec les Libyens. J'ai vu entre-temps, Robert Doucet était chez Haftar, en Libye là-bas. Il y a une photo qui a circulé comme ça. Donc, c'était ce qu'ils étaient en train de faire. Et maintenant, en payant les 17 millions de dollars, les 10 milliards, certainement que les gens du FLA ont eu leur part, les Libyens ont aussi eu une part, et le Togo qui a offert ses services aussi dans ce jeu a certainement eu aussi sa part. Et je vous ai dit ici que les gens du FLA venaient à Lomé et qu'ils étaient même hébergés à la résidence de la Caisse. Les gens du FLA qui sont classés comme des terroristes, ils viennent à Lomé, Faure les reçoit, l'actuel chef d'état-major, quand il était à l'ANR, les reçoit, et donc, vous voyez la complexité de tous ces jeux-là. Et puis, on apprend aussi que le Togo a joué un grand rôle dans la libération de l'espion français qui était aussi au Mali. Ça aussi, certainement qu'il y a eu des rançons. Et les 82 militaires maliens qui ont été libérés aussi par le FLA, il y a eu aussi de l'argent. Il y a de cela 4 mois, les Émirats ont versé 50 millions de dollars au GINIM pour libérer des Émiratis qui étaient pris en otage là-bas. Et c'est avec cet argent que le GINIM s'est équipé et pour attaquer Bamako. Donc, Faure Gnassingbé a engagé notre pays dans un truc très dangereux où ils vont se faire à la fois de l'argent, mais aussi ils visent des gains politiques auprès des puissances étrangères comme la France, peut-être les États-Unis, tout ça. Et quand Blaise Compaoré a suffisamment fait ça, et lorsque Blaise Compaoré ne respectait plus ses engagements, qu'est-ce que les djihadistes ont fait? Ils ont fait des attentats au Burkina. Parce que quand vous allez frotter avec des gens comme ça, quand vous allez fricoter avec des gens comme ça, le jour où vous ne respectez pas vos engagements, ces gens-là, quand vous les hébergez dans vos pays, ils connaissent vos pays, ils viennent faire des attentats en représailles. Et le Burkina a connu des attentats comme ça parce qu'à un moment donné, Blaise Compaoré avait pris des engagements qu'il ne respectait pas. Donc, au lieu de s'occuper du Togo, au lieu de construire les routes, de construire des ponts, de construire les écoles, Faure Gnassingbé a suffisamment du temps pour aller faire une diplomatie de business au nord du Mali, où il y a beaucoup d'argent qui coule dans cette histoire de prise en otage. C'est comme
non seulement ils vont pour aider pour discuter avec le FLA, les JINIM et toutes ces organisations à faire libérer des otages, mais eux aussi ils en prennent maintenant. Parce qu'ils ont compris que c'est un business qui est lucratif. C'est comme le vendeur du cercueil. Tant qu'il n'y a pas de mort, le cercueil ne va pas être vendu. Donc, le vendeur du cercueil va souhaiter qu'il y ait des morts pour que lui vende son cercueil. Donc, il faut qu'il y ait des enlèvements pour qu'eux, ils mettent leur diplomatie en route pour aller faire libérer les gens et gagner de l'argent. C'est ça. Ce sont ça les relations assez complexes qui ont fait que lorsque ces journalistes de les routes de l'impossible ont été appréhendés dans la région de la Kara, l'alerte n'a pas été donnée rapidement parce que du côté des Français, ils étaient en train de discuter parce qu'ils savaient que Fort faisait du travail pour eux dans l'ombre, ils étaient en train de discuter, c'est ce que Thomas Dietrich disait. Et ces gens ont été détenus pendant une vingtaine de jours avant d'être présentés à un procureur en violation de tous leurs droits. Alors, il y a toute une polémique autour de cette histoire. Tantôt on dit oui, c'était des espions. Et après on dit non, il n'y avait rien d'espionnage dans leurs appareils. Tantôt on dit c'est un problème de fausses déclarations sur les visas. Tantôt on dit non, pas reçu d'autorisation. Après on dit oui, il y a une autorisation, mais l'autorisation ne leur permettait pas d'aller par-ci, par-là. À supposer même que ce sont des gens qui sont venus qui ont eu l'autorisation, mais qui sont allés au-delà du périmètre. À partir du moment où vous avez ausculté leurs appareils, vous n'avez rien trouvé. Puisque vous-même vous dites que vous n'avez rien trouvé, ça vaut la prison 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 1 mois. Ça vaut la prison. Il y a des voleurs qui sont allumés, qui ont détourné des milliards. La justice ne fait rien pour eux. La justice ne les arrête pas. La justice ne les arrête pas. Et donc, quand on s'en tient au communiqué de Adjourouvi et de son collègue de la sécurité. C'est un communiqué truffé de mensonges. Quand il parle des caractéristiques du drone et tout, et que le drone était machin. Tout le monde sait que les médias, les grands médias, même nous, à l'alternative, on a des appareils puissants. Nous avons des appareils puissants, des appareils photo avec des objectifs très puissants. Ça fait partie aujourd'hui des trucs qui nous permettent de travailler. Et donc, les grands médias ont toujours des appareils puissants pour travailler. Alors, si on s'en tient seulement à l'appareil, quand ces gens sont rentrés par l'aéroport, n'y a-t-il pas une cellule à l'aéroport qui vérifie les appareils qui rentrent? Moi, je me souviens, il y a de cela 6 ans, notre rédaction a acheté un drone. Le drone a été bloqué à l'aéroport pendant longtemps. Il y a une cellule qui est à l'aéroport, qui dépend directement de l'état-major, qui vérifie les caractéristiques de tous les appareils sensibles qui rentrent dans le pays, même des appareils photo. Donc, dès que tu arrives à l'aéroport, on fouille tes bagages, on voit les appareils, on te met de côté. On demande, cet appareil-là sert à quoi? Il y a des gens qui sont à l'aéroport, qui vont rapidement sur Internet pour regarder les caractéristiques de l'appareil que tu déclares. Si c'est un drone qui est sensible, on te le confisque. Moi, cela m'est arrivé, cela est arrivé à notre rédaction à l'aéroport. Donc, comment est-ce que ces gens-là, qui sont arrivés pour faire leur travail de documentariste, ont pu rentrer sur le territoire sans que ceux qui sont à l'aéroport pour contrôler les appareils ne les ont pas contrôlés suffisamment. Et que c'est maintenant qu'on décide de dire oui, voilà, ils sont rentrés, on a vu des appareils qui n'étaient pas réglementés ou bien le drone est équipé de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des prétextes, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et on va le démonter tout à l'heure. Et en plus, il y a quoi à espionner au Togo? Sincèrement parlant, le Togo que vous voyez là, il y a quoi à espionner au Togo? Qu'est-ce qu'il y a à espionner au Togo qu'on ne peut pas voir depuis l'extérieur? En tant que journaliste, en étant ici, je peux regarder beaucoup de choses, pas un certain nombre de techniques d'investigation. Je peux même regarder la maison de Faure Gnassingbé. Peut-être que je n'aurai pas une interaction, mais je vais regarder ce qui se trouve dans la maison de Faure Gnassingbé. S'il y a un véhicule qu'on place à gauche aujourd'hui, on le déplace à droite. Si demain je reviens, je vais voir qu'on a déplacé le véhicule. Il y a quoi à espionner au Togo qu'on ne connaît pas? Madame Nyakade, quand elle a quitté le ministère des Armées, le rapport qu'elle a laissé, elle a dit que 70% des chars ne fonctionnent pas. Quand on veut faire le défilé, on fait la révision, mais la peinture, on fait le défilé. Et que quand ils étaient partis en tournée dans le Grand Nord, là-bas d'Apan, on a allumé le char, on a démarré le char est tombé en panne devant Faure Gnassingbé.
70% des chars ne fonctionnent pas. Elle a dit dans un rapport, je vous ai montré ce rapport ici, elle a dit que toutes les casernes sont comme des porcheries, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas de l'eau dans les casernes. Ça veut dire que si quelqu'un décide demain de mener un état de siège des casernes, les militaires vont mourir parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle a dit dans le rapport que toute l'armée togolaise ne possède qu'un seul porte-char. Un seul porte-char pour toute l'armée togolaise. Donc, il y a quoi à espionner là-bas? Il y a quoi sur le territoire togolais qu'on peut regarder, qu'on ne veut pas regarder de l'extérieur? Les Ukrainiens, quand ils veulent bombarder la Russie, depuis l'Ukraine, ils ont des renseignements, ils bombardent. Quand la Russie veut bombarder l'Ukraine, depuis la Russie, là, les renseignements bombardent. Si je déroule une technique d'investigation tout à l'heure, le camp des Turcs qui sont en train de construire dans le Pendja là-bas, je vais l'identifier, je vais le sortir ici, tout le monde va voir qu'il y a une caserne là-bas. Donc, il y a quoi à espionner au Togo qui oblige des gens à envoyer 2 journalistes au casse-pipe? Rien du tout. Il y a quelques armes qui permettent à force de terroriser les civils et de garder son fauteuil. Mais dans les casernes, il n'y a rien. Les chars qui sont là-bas, beaucoup ne fonctionnent pas. Donc, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que cet argument ne tient pas. Cet argument n'est valable en rien du tout. Alors, ils sont rentrés sur les questions d'autorisation, de visa, de quoi. On va vous montrer quelques éléments pour déconstruire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que, comme je le disais sur ma page Facebook, la casse du menteur, il faut le dépecer. Il ne faut pas le brûler. Il ne faut pas la brûler, il faut le dépecer. Pour que les gens voient le faux que le menteur est en train de faire. D'abord, on va commencer par les gars. Les gars qu'on démontre comme ils sont des gars dangereux, ils étaient dans les Evala. Voilà, ça c'est eux qui se promenaient. Ils étaient dans les Evala. On va voir une courte vidéo tout à l'heure. Technique.